Bonjour, donc je vais plutôt vous parler de la flore exotique envahissante et de l'état des lieux, alors plutôt sur l'île de France, voire un peu plus large sur le territoire d'agrément du conservatoire. Je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà. Et en vous parlant de finalement plutôt des mythes ou de la réalité exacte, de ce qui se passe sur le terrain. Et, plutôt m'intéresser aussi aux causes plutôt qu'aux conséquences. Je vais faire une petite parenthèse pour si vous ne connaissiez pas si vous ne connaîtriez pas le Conservatoire botanique national du bassin parisien. Donc le conservatoire a été créé en 96 avec un premier agrément en 98. En fait, les conservatoires donc font partie d'un réseau national qui obtiennent un agrément qui permet de définir leur mission. Actuellement, il y a des conservatoires botaniques un petit peu partout en France, pratiquement tout le territoire est recouvert, et même en outre-mer, maintenant, beaucoup de conservatoires s'installent. Pour notre partie conservatoire botanique bassin parisien, nous avons un agrément pour l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne, la région centre et la Bourgogne. C'est ce qu'on appelle le TAG, le territoire d'agrément. Avec 4 missions, connaissance de la flore et de la végétation, inventaire, cartographie, etc., la conservation des espèces menacées, l'appui scientifique et technique auprès des collectivités et la diffusion des connaissances sur la flore. Très rapidement, Christophe l'a expliqué, donc les plantes exotiques sont donc des plantes naturalisées dont la prolifération peut créer des dommages aux écosystèmes naturels ou semi-naturels. J'insiste sur le mot « créer des dommages ». Plusieurs attributs caractéristiques. C'est une capacité, on a vu, de reproductive assez élevée, je ne reviendrai pas dessus, et un mode de dispersion très efficace, reproduction végétative, croissance rapide, bouturage, drageonnage, présence de semences assez nombreuses, ce qui induit une forte compétitivité avec une occupation rapide de l'espace et une consommation efficace des ressources nutritives. Souvent, après un temps de latence. Une espèce peut être présente pendant 30 ans et puis, en l'espace de 5 ans, recouvrir de grands espaces. Alors, quels sont les impacts écologiques potentiels? C'est la réduction de la diversité floristique naturelle avec une compétition pour l'espace et les ressources par rapport à des espèces plus indigènes, autochtones. Une transformation parfois irréversible des écosystèmes, prolifération d'espèces fixatrices d'azote, accumulation litière, etc. Aussi, on en parle souvent moins, mais c'est aussi une hybridation avec la flore indigène. On peut avoir une sous-espèce qui n'était pas indigène, qui vient phagocyter, entre guillemets, une espèce locale et créer une nouvelle espèce, ou un hybride, plutôt. Les impacts sanitaires et économiques, on en a vu certains, donc vecteurs d'agents pathogènes, toxicité, danger pour la santé humaine, tourisme, loisirs, avec des coûts de dommages causés par ces espèces qui ont été estimés à 12 milliards d'euros par an. Je pense que ça comprend, y compris les territoires d'outre-mer, puisque c'est souvent, finalement, là qu'il peut y avoir un impact très important. Ça inclut souvent, finalement, les problèmes de santé publique. Donc c'est souvent un sujet un peu problématique, souvent très très médiatique, qui font parfois écho à d'autres actualités. Ça touche souvent autant la science que les domaines de la perception. On se pose des questions sur le positionnement que l'on doit adopter par rapport à cela, avec beaucoup d'idées reçues. Les espèces exotiques sont envahissantes, pas toutes, pas les seules, on l'a vu.
Elles entrent en concurrence avec les espèces indigènes, pas toujours. Elles entraînent des perturbations dans les écosystèmes. Oui, mais elles s'installent souvent aussi dans des milieux perturbés, fragilisés. On parlait de conséquences ou de causes. C'est la seconde cause d'érosion de la biodiversité au niveau mondial. Oui, c'est vrai, mais surtout dans les îles. La Réunion, par exemple. Il n'y a pas de disparition d'espèces prouvées sur les continents en Europe. Pour l'instant, il n'y a pas d'écrit qui dirait qu'une autre espèce a fait disparaître une espèce indigène. Il peut y avoir un appauvrissement. Il y a le fait qu'une espèce était déjà mal en point du fait de perturbations. C'est vrai qu'une espèce exotique envahissante va peut-être l'achever. Et surtout, il y a un manque d'évaluation scientifique, finalement, des effets sur les écosystèmes et la biodiversité dans nos régions, avec des contrastes, finalement, entre insularité, continent, l'Europe, le Nouveau Monde. Et qu'on s'aperçoit que, finalement, pour certaines espèces, l'impact n'est pas si évident que cela. Alors, on l'a vu, souvent, l'importance portée aux invasives omet les causes au profit des conséquences. Les luttes sont souvent centrées espèces, alors qu'il faudrait plutôt intervenir de manière générale sur la préservation et la restauration des écosystèmes. Je l'ai déjà dit, on a une thématique qui est souvent porteuse médiatiquement et facilement appropriée, alors que finalement les causes à l'origine du phénomène sont peu ou pas ciblées. Quel discours avoir pour ne pas brouiller les pistes, et puis avec un risque de compétition finalement au niveau des allocations de crédit, au détriment de la préservation et de la protection des milieux naturels et les espèces menacées. On a souvent remarqué au conservatoire qu'on avait beaucoup de sollicitations sur les espèces invasives, qui contraste finalement avec très peu de demandes sur une espèce qui disparaît et qu'est-ce que l'on peut faire. Dernier petit constat, autre constat, on l'a vu, que les milieux non perturbés sont très peu perméables à l'installation des plantes exotiques envahissantes. La situation en Île-de-France. On considère qu'on a à peu près 1312 espèces indigènes, autochtones, avec 379 espèces qui sont exotiques, parmi lesquelles 198 sont naturalisées, c'est-à-dire qu'elles se comportent comme des espèces indigènes, elles ont colonisé l'ensemble de notre territoire, l'ensemble des milieux potentiels. 132 espèces qu'on considère comme subspontanées sont des espèces qui s'installent à un endroit mais qui pour le moment ne prolifèrent pas. 329 espèces accidentelles sont des espèces qui arrivent à un moment donné mais qui très rapidement vont disparaître, normalement disparaître. Bien sûr, dans les espèces accidentelles et subspontanées, à un moment, certaines espèces vont passer le pas et devenir naturalisées, et parmi celles-ci, certaines vont devenir exotiques, envahissantes. Vous avez ici, sur la carte, c'est la représentation du pourcentage d'espèces naturalisées par commune. On voit que l'agglomération parisienne, plus on est dans des milieux perturbés, plus les espèces naturalisées prennent de place. Parmi toutes ces espèces, on considère que 24 espèces que l'on a 24 espèces exotiques qui sont considérées comme invasives. C'est-à-dire qu'on a regardé donc parmi les espèces celles que l'on avait, et on a regardé aussi dans toutes les régions, voire dans les autres pays, leur statut, si elles étaient considérées comme invasives ou non. On a aussi regardé leur capacité de prolifération sur le terrain, dans des milieux, etc., pour arriver à cette liste assez restreinte.
Et on considère, nous, que 7 posent réellement de problèmes, soit sur la santé ou sur le fonctionnement des communautés. Parmi lesquels le Robinier, la Renouée, qui sont très bien installés, d'autres encore en cours d'extension, les Lentes, les Laudées à feuilles étroites, l'Heracleum montegasianum, c'est la berce du Caucase, le cerisier tardif et la lentille minuscule. Voici une carte du nombre d'espèces exotiques envahissantes par commune à l'échelle du territoire d'agrément. Sur ces 24, on a regardé quelles étaient les communes où il y en avait le plus. Alors déjà, un constat, c'est qu'il y a plus d'espèces invasives liées au milieu humide et qui sont notamment présentes dans les grandes vallées. Par contre, les espèces terrestres, qui sont moins nombreuses, ont une répartition qui va être beaucoup plus large, mais qui sont souvent liées à des milieux perturbés. Donc on les retrouve, là on voit bien, on les retrouve essentiellement dans l'agglomération parisienne, et voilà, et la vallée de la Seine. Alors on s'aperçoit que finalement, donc il y a, ça va vite, il y a un besoin d'évaluation finalement constant. Ce n'est pas parce qu'une espèce est considérée comme invasive au niveau national qu'elle va être invasive chez nous. Quelques exemples. Les Laudées du Canada, introduction par la coraillophilie, avec une première mention en 1886, était considérée comme extrêmement invasive il y a 30 ans. Finalement, c'est l'une des premières dont tout le monde a souvent entendu parler, avec compétition interspécifique, altération du fonctionnement. Finalement, cette espèce est en régression constante. Maintenant, elle se comporte comme une espèce indigène. On la voit de temps en temps, voire même on considère qu'elle a régressé, et elle a régressé au profit d'une autre espèce qui est le Laudée à feuilles étroites, avec parfois peut-être des confusions au départ. La châtaigne d'eau. La châtaigne d'eau, finalement, n'était pas une espèce francilienne, voire même française, avec une première mention en 1799 et qui était utilisée finalement pour l'alimentation, la châtaigne d'eau. Pas forcément d'atteinte finalement au milieu. La problématique, aucune, elle a fini par disparaître d'elle-même, et elle est même protégée dans certaines régions. Le myriophile du Brésil, première observation très récente, 1994. On la considère pour le moment uniquement subspontanée, on la trouve dans les mares de village où elle est plantée, assez ornementale. C'était aussi une introduction intentionnelle. Pourtant, elle a une compétition interspécifique qui est assez importante, avec une modification du fonctionnement de l'hydrosystème. S'il fallait s'occuper d'une espèce en priorité, ce serait peut-être celle-là, voilà, en ce moment. Donc on voit la répartition est pas très forte. Il faudrait mieux s'en occuper maintenant plutôt que dans 20 ans où ça sera trop tard. Les jussies sont interdites maintenant de vente, circulation, etc. sur le territoire national. Avec pareil une forte compétition interspécifique, des modifications de fonctionnement. Alors on voit il y a deux espèces, Ludwigia peploides, Ludwigia grandiflora. Pareil, a priori, Ludwigia grandiflora est en train de régresser au profit de l'autre espèce, Ludwigia peploides. On va la considérer, on l'a mis dans la liste des espèces invasives, mais finalement, elle pose très peu de problèmes en Île-de-France. D'une part parce que la Seine et la Marne ont été tellement canalisées qu'elle a du mal à s'implanter sur ces berges. Et que peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, en tout cas, elle a été très peu introduite, heureusement, en Île-de-France. Donc il est très facile, celle-là, de la conserver. On ne l'éliminera pas totalement, mais on peut la conserver là où elle est. Par contre, on fera attention justement à ne pas la disperser outre mesure. La renouée,
Donc c'est une des 100 espèces les plus invasives au monde. Ça serait la championne. Modification du fonctionnement des écosystèmes, avec une problématique liée à des zones perturbées, principalement atteintes probantes écologiques. On va considérer qu'on va surtout limiter sa progression par le tri des terres. Actuellement, la renouée... alors déjà, la renouée en Île-de-France, c'est souvent lié, on l'a vu, au milieu perturbé. Elle n'a pas réellement d'impact, mis à part que on n'en a pas envie chez nous, parce qu'elle fait des fourrés assez denses. Il n'y a pas d'impact sur d'autres espèces. Elle n'a pas un gros impact sur l'écosystème. On la trouve à 90% dans des milieux perturbés. Finalement, faut-il mettre en place une politique d'éradication ? Peut-être mieux mettre en place une politique de non-expansion et de conserver les noyaux, en tout cas, de les conserver, en tout cas, de ne pas l'étendre et de faire attention à ne pas l'étendre, pardon. Mais mettre beaucoup de moyens pour essayer de l'éradiquer, c'est peut-être pas dans notre intérêt pour le moment. Le robinier, pareil, c'est une espèce, on voit, qui est partout maintenant. Par contre, elle a une proportion à modifier de manière assez forte l'écosystème. Lorsque vous avez un boisement de robinier, vous n'avez plus rien dessous en termes de flore. Par contre, pareil, éradiquer le robinier maintenant en Île-de-France, c'est plutôt illusoire. On essaiera surtout de ne pas favoriser son expansion, déjà d'éviter de planter, de faire des plantations, parce que ça peut encore arriver. Et puis, dans le cas de la sylviculture, on fera attention à ne pas perturber les sols pour favoriser son implantation. Les lentes, c'est un peu la même problématique que le robinier, sauf que il est en expansion. Et je dirais même, je pense que c'est une espèce qui peut être pire que le robinier, et qu'on n'en est qu'au début. Mais on est déjà dans une phase où il est pratiquement presque trop tard pour intervenir. La seule intervention qu'on peut avoir maintenant, c'est vraiment d'éviter de l'utiliser en alignement pour la favoriser. C'est une espèce, par exemple, en Seine-Saint-Denis, sur les berges de Seine, qui a éradiqué le robinier. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des inventaires sur les berges de Seine il y a 15 ans. Il y avait des linéaires de robiniers. Je suis revenu 15 ans après, il n'y avait plus de robiniers, mais il y avait un linéaire d'élantes. Pour vous dire, voilà, l'impact que peut avoir cet arbre. La berce du Caucase, je vais peut-être passer, j'ai plus beaucoup de temps, donc on en a déjà beaucoup parlé. Alors, par contre, la berce du Caucase, voilà, c'est une espèce qu'on peut encore certainement éradiquer si on va vite. Là, il y a très peu finalement de foyers encore d'introduction en Île-de-France. Par contre, il y a des zones en milieu perturbé où là, ça va être facile d'intervenir. Par contre, même si elle a un double impact, celle-là, c'est comme le titre du film, double impact. Elle a une cause sanitaire, mais aussi elle peut aussi, lorsqu'elle s'installe dans des marais, avoir une problématique de perturbation du milieu. L'ambroisie. Alors l'ambroisie, c'est intéressant, c'est au niveau de la carte de répartition. Donc les conservatoires font partie de l'observatoire ambroisie. Et on s'aperçoit qu'au départ, c'était une espèce qui était uniquement liée aux grandes vallées, vallée du Rhône, vallée de la Loire, et que tout pendant qu'elle était dans ces milieux-là, elle ne posait pas réellement de problématiques, sauf sanitaires à cause des allergies. Et maintenant, elle s'implante en milieu agricole. Et que c'est par cet intermédiaire-là
par les grandes cultures finalement qui commencent à remonter petit à petit. Donc on voit bien ici en bas là, la Bourgogne, la région centre, le front qui monte petit à petit vers le nord de la France. Et donc là, il y a certainement une politique à avoir au niveau agricole pour faire attention à ce que ça ne soit pas les échanges que ça ne soit pas par l'intermédiaire des semences qu'on puisse favoriser sa progression. En Île-de-France, pour l'instant, c'est encore assez anecdotique. Surtout que les points que vous voyez, souvent au conservatoire, c'est des petits foyers d'une dizaine de pieds. En fait, on fait l'inventaire et aussitôt on arrache. Voilà, donc concernant donc les espèces invasives, finalement, on voit qu'il y a encore un manque de connaissances, qu'il faudrait avoir plus de connaissances Alors, on a la connaissance sur la cartographie, hein, on sait où est-ce qu'elles sont. On a la connaissance... on n'a pas toujours la connaissance sur leur réel impact sur le terrain. Hein, souvent, on peut mettre des moyens pour éradiquer une espèce qui, finalement, ne pose pas de gros problèmes sur le terrain, alors que peut-être qu'il faudrait mettre plus d'argent ou des moyens sur des espèces en devenir, comme le myriophile. On l'avait fait sur la crassule aussi, que je n'ai pas présenté, Crassula helmsii, où le premier foyer qui avait été identifié, on l'a aussitôt éradiqué, puisqu'il c'était encore faisable. C'est plus l'alerte qui est importante à avoir. La gestion, hein, comme on a vu, il faudrait mieux avoir une gestion globale des espèces invasives, avec une stratégie globale, plutôt que d'intervenir de ci, de là. Et puis, on a aussi mettre en place un véritable observatoire avec de la communication sur la restitution des informations qui sont collectées, les informations sur la gestion, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Peut-être qu'il manque un observatoire pour l'instant, mais il y a beaucoup, comme tu disais, il y a beaucoup d'éléments que l'on dispose, mais pour l'instant, ils sont dispatchés un petit peu partout. Il n'y a pas de centralisation en fait, de toutes ces données-là. Donc en conclusion, je dirais que finalement, on manque parfois de recul sur les effets à long terme. Une espèce invasive, à un moment donné, peut très bien finalement revenir à un stade gérable. Il faudra avoir plus de discernement dans la stigmatisation des populations d'espèces concernées. Et selon les écosystèmes, il faut encore favoriser les études. C'est comme je dirais, c'est comme lorsque, je termine, lorsqu'on fait une étude d'impact, lorsqu'on veut réintroduire une espèce qui est en voie de disparition, avant de réintroduire, de réintroduire, on fait une étude complète pour savoir quelles sont les causes de la disparition, quelle gestion on pourrait mettre en place, etc. Pour les invasives, c'est un petit peu la même chose qu'il faudrait faire, c'est qu'avant de dire, tiens, là j'ai un fourré de renouée, il faut l'éradiquer, il faudrait avant peut-être faire une petite étude pour regarder est-ce nécessaire, comment je vais m'y prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse pour ne pas la favoriser, parce que bien souvent, en essayant d'éradiquer une espèce invasive, on favorise sa prolifération, et que des fois, il vaut mieux rien faire plutôt que de faire le pire. Ça sera ma conclusion, je dirais. Voilà.